La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Tout part de deux envies. Ouvrir un concept de goûter et garder son amour des desserts à l'assiette. Et ça donne joli gaufre. Parce qu'en plus des gaufres liégeoises au topping classique qu'on aime tous, sucre, pâte à tartiner et tutti quanti, Marine Mathéos a décidé de créer chaque mois une gaufre spéciale travaillée comme un dessert à l'assiette. Et dans ses multiples autres casquettes, Marine est aussi formatrice en mention dessert à l'assiette à l'école Médéric et fan de concours. Après être devenue vice-championne de France de dessert en 2014, elle a accompagné depuis de nombreux étudiants et étudiantes pour qu'ils fassent de même. Bonne écoute! Bonjour Marie! Bonjour, Comment vas-tu? ça va très bien. En ce début d'année 2025. Un début d'année frais, on va dire. Déjà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De toujours faire plus de gaufres et de toujours faire plaisir au plus grand nombre. Pour commencer, je voulais un peu revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite? Alors, mon dessert préféré quand j'étais petite, tout simplement, c'était la semoule au lait de ma grand-mère. Ok. Je crois que c'est un des seuls desserts qu'elle savait faire. C'est tout simplement comme un riz au lait, mais à la semoule, Ouais. sur lequel on venait mettre du caramel de chez Bainé. Vraiment, c'était mon dessert préféré. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la pâtisserie? Alors, je pense qu'il y a plein de choses. Mon père a toujours beaucoup cuisiné les week-ends. Donc il faisait vraiment la cuisine le week-end. Mais de temps en temps, il faisait des gâteaux. J'aimais bien en faire avec lui. Après, chez ma grand-mère, c'est pareil. On faisait des sablés, des choses comme ça. Enfin, j'aimais bien tout ce qui était manuel et créatif. Et quand il a fallu choisir un métier, c'est vrai que ça m'est un peu apparu comme ça. Je me suis dit, ah, mais en fait, je peux faire un métier manuel. Ma meilleure amie m'avait dit, bah moi, je pars en CAP coiffure. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, bah moi aussi, je peux faire un CAP. Ouais. Mes parents n'ont pas voulu. Ah. Donc, j'ai fait un bac, comme beaucoup. Et du coup, avant de pouvoir attaquer le CAP, j'ai dû passer le bac général. Et j'étais pas nulle, mais c'est pas là-dedans que je m'éclatais. Et je voyais pas surtout trop. si t'avais envie déjà à l'époque de dire je veux un métier manuel et tout, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas des Non. études manuelles, quoi. Complètement. Donc, après le bac, je suis partie en CAP pâtisserie quand même. Ok. Et donc là, tu t'y es direct retrouvée et tu t'es dit, il n'y a pas de doute, c'était ça que Ah je oui, voulais je faire, me suis quoi. pas posé de questions. J'ai fait mon année de CAP, j'ai adoré cette année-là. Je l'ai fait au Grand Hôtel, Café de la Paix, à Place de l'Opéra. J'ai adoré cette année-là, c'était très dur. Et ça m'a fait prendre en maturité tout de suite parce qu'en fait, plus de vacances scolaires, on travaille le matin très tôt, donc faut se coucher tôt, donc on sort pas. Et c'est vrai que du coup, j'ai fait une année de mes 18 ans qui était pas comme celle de mes amis. Ouais. Mais il y avait pas de doute, ouais. C'est la pâtisserie. C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Le dimanche midi. Alors, le dimanche midi, c'est pas pareil que le vendredi soir. Non. Le dimanche midi, je vais dire que c'est un dessert extrêmement gourmand parce qu'on a tout le dimanche après-midi pour le digérer dans le canapé. Et le vendredi soir, ce serait quoi? Le vendredi soir, ce serait un dessert plus léger avec lequel on peut aller boire un cocktail derrière, passer une soirée sans avoir mal au ventre. T'as des exemples? Dessert du coup du vendredi et du dessert du dimanche? Alors, on va dire qu'un dessert du vendredi, peut-être une pavlova aux fruits, quelque chose d'assez léger. Ok.
fruits de saison, un petit peu de crème pour la gourmandise, mais léger. Et on va dire qu'un dessert du dimanche, pourquoi pas un gros fondant au chocolat, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque le gaufre? T'en as un peu parlé quand t'as parlé de gaufre pour l'instant, mais... Une saveur qui m'évoque joli gaufre, le sucre caramélisé, Ouais. je pense. Parce que la gaufre de Liège, alors déjà, joli gaufre, c'est des gaufres de Liège. Donc, c'est pas pareil que la gaufre de Bruxelles. Souvent, c'est marrant parce que les clients, ils passent devant le stand, ils me disent, mais vous faites de la gaufre française? Et je leur dis, mais en fait, ça n'existe pas. Ça, y en a pas. En fait, toutes les gaufres sont belges. Et donc, la gaufre de Liège, c'est une base de pâte à brioche. Ouais. Et qui a du sucre à l'intérieur. Et donc, il caramélise. Ouais. Et donc, il y a cette odeur de sucre caramélisé très présente. Alors, quand on travaille sur le stand toute la journée, à la fin de la journée, on le sent plus. Mais quand on y arrive, c'est la première odeur qu'on sent, normalement. Effectivement. Donc, j'ai plein de questions. Donc, ça, c'est ta première casquette Joli Gaufre. Et du coup, j'ai plein de questions sur ça d'abord. Du coup, justement, c'est né d'où le concept? Et pourquoi t'as choisi particulièrement ces gaufres-là? Pourquoi t'as pas choisi des gaufres de Bruxelles? Alors, d'où est parti le concept? Ça faisait longtemps que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, ça fait longtemps que j'ai une casquette d'entrepreneur parce que j'ai beaucoup fait de mariages, de buffets pour des amis, pour de la famille, pour des amis d'amis, que je faisais en plus de n'importe quel poste que j'ai pu avoir. Mais j'avais envie d'avoir un truc à moi, vraiment. Et de base, l'idée c'était d'avoir une petite boutique dans laquelle je puisse un peu faire ce que je veux. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, dans la ville d'où je viens, il y avait rien pour prendre son goûter. Il y a des pâtisseries de très grande qualité, il y a des boulangeries de très grande qualité, il y a des chocolatiers incroyables. C'est Vincennes. Moi, je suis née à Montreuil, mais j'ai grandi à Vincennes. Et il y a rien pour prendre le goûter, en fait. Et du coup, je m'étais dit, je vais ouvrir une boutique dans laquelle tous les enfants de Vincennes ils puissent venir manger un goûter. Et c'est vrai que quand je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime manger au goûter? Qu'est-ce que j'aimerais manger au goûter? Je me suis souvenu qu'à l'époque où j'étais au collège, il y avait une petite boutique qui faisait des crêpes maison face au collège-lycée. Et tout le monde venait manger sa crêpe après les cours. Et malheureusement, cette boutique a fermé. Et en fait, il n'y a rien qui a depuis pris la suite. Et oui, il y a des super pâtissiers, des super chocolatiers, mais on se fait pas un gâteau à 7 euros après l'école, en fait. Donc, je me suis dit, je vais me lancer dans quelque chose qui plaît à tout le monde. Et je pense que ce qui plaît à tout le monde, c'est les gaufres. Et les crêpes aussi. Mais alors, je suis pas bretonne. Je sais faire des crêpes. Je veux pas rivaliser. Je voudrais une certaine légitimité, mais alors, on va me dire, je suis pas de nationalité belge non plus. Mais je sais pas. Dans la crêpe, il y avait une sorte de. Je me suis dit, je peux pas faire juste de la crêpe sucrée. Si je fais de la crêpe, faut que je fasse aussi du salé. Et du coup, pour le coup, j'ai pas les skills. Je suis pas bretonne. Je peux pas, choper le coup de main au bilic, avec la crêpe au sarrasin. Et puis, je voulais pas faire du salé, surtout. Et en fait, les gaufres, j'en mange depuis seulement peu de temps. En fait, il y a 10 ans, on est parti en Belgique avec mon conjoint. Et j'ai redécouvert un peu cette gaufre belge. Que je connaissais, mais seulement de manière, on va dire, médiocre en France. En fait, il y a plein de gens qui vendent de la gaufre de Liège, mais qu'ils achètent déjà faite, qu'ils achètent déjà cuite, ils la recuisent dans leur gaufrier, mais ils la font pas maison. Et je comprenais pas trop pourquoi. Maintenant que j'en fais, je comprends. Pour la difficulté de la pâte. Et puis la gaufre de Bruxelles, la gaufre carrée, c'est pas une gaufre qui m'a vraiment fait rêver. Elle est très bonne, mais je me voyais pas faire ça. C'était un peu trop éloigné de la pâtisserie, on va dire. Alors que dans la gaufre de Liège, il y a ce côté pâte à brioche, qui ressemble à une pâte à brioche. Elle a plus de densité, c'est ça. Ça se rapproche plus de la matière que j'ai l'habitude de travailler au quotidien avec la pâtisserie. Et du coup, l'idée, c'était donc d'ouvrir une boutique à Vincennes de gaufres de Liège pour le goûter pour les enfants et donc d'avoir des prix accessibles à tous en faisant du fait maison, du bon, avec des produits français.
Et Vincennes, c'est une ville qui coûte cher. Ouais. C'est une ville qui coûte cher. J'avais pas les fonds, en fait, pour ouvrir une boutique à Vincennes tout de suite. Et on m'a proposé un stand ici au Grand Contrôle. Et j'ai dit banco, quoi. On va commencer comme ça. Et quand j'aurai les fonds nécessaires. Mais donc, l'objectif d'aller à Vincennes. Voilà. Quand j'aurai les fonds nécessaires, j'ouvrirai à Vincennes. Alors, depuis, j'ai vu que, malheureusement, il y a un coffee shop qui s'est mis à vendre des gaufres de Liège. Ah. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Le rêve est toujours là. Et un jour, étant vincenoise, vraiment, de cœur, et même si j'y habite plus aujourd'hui, parce qu'encore une fois, les prix ont tellement augmenté que c'est compliqué d'y vivre, même pour des vincenois de souche. Donc, un jour, je l'ouvrirai, cette boutique. Et donc, sur le site du Grand Contrôle, quand tu y vas, dans la description de tes gaufres, il y a écrit que tu veux travailler les gaufres comme un dessert à l'assiette. Alors ça m'a beaucoup intriguée et j'avais plein de questions sur ce sujet-là. Alors, ma formation de base, c'est un CAP pâtissier, bien sûr, mais j'ai fait une mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant. C'est la mention que j'enseigne actuellement depuis 6 ans à l'école Médéric. Moi, j'ai vraiment une formation pas de boutique, justement. Ouais. J'ai fait que de l'hôtellerie-restauration et du restaurant. Mais attends, parce que à l'époque où tu as fait ça, tu avais déjà envie d'ouvrir une boutique ? Non, justement pas du tout. En fait, c'est assez contradictoire, mais j'ai envie d'avoir un lieu à moi, mais pas qu'il soit une pâtisserie boutique. Ouais. C'est ça un peu la nuance. C'est que moi, je suis vraiment pas une pâtissière de boutique. Faire des religieuses, des éclairs, tout ça, ça m'intéresse pas. J'adore les acheter chez les autres. Et j'adore ça. Et ça, voilà, c'est vraiment une branche de la pâtisserie que j'adore, mais que je me vois pas faire moi. J'ai toujours fait que de la restauration. Et donc, le dessert à l'assiette, ça fait partie de mon quotidien depuis tout ce temps. Et donc, je me suis dit, si j'ouvre quelque chose où je fais des gaufres, je veux qu'il y ait une de ces gaufres qui soit travaillée comme un dessert à l'assiette. Et travailler comme un dessert à l'assiette, il faut de la gestuelle déjà. Ouais. Donc, toutes les gaufres, elles sont pochées. Donc, chaque topping est mis en poche à douille. Il y a le geste du pochage sur chacune des gaufres, que ça soit la caramel, la pâte à tartiner, la lemon curd. Il y a le geste de la poche à douille, ce geste pâtissier. Je voulais pas que ça soit quelque chose de tartiné à la spatule comme on voit partout. Et vraiment, c'est pour ça aussi que Joli Gaufre, c'était un peu l'idée. Et puis, le dessert à l'assiette, on peut le retrouver tous les mois sur la gaufre du mois. Et c'est celle-ci qui est vraiment travaillée comme un dessert à l'assiette, c'est-à-dire que donc elle change tous les mois, elle change en fonction des saisons, en fonction des thématiques, un peu de mois, hein, forcément. Et l'idée, c'était d'ajouter sur cette gaufre du mois un fruit de saison ou un légume de saison qui soit cuit, compoté, flambé, poêlé et dressé à la pince à dresser avec des fruits à coque caramélisés tantôt, des fois des ganaches montées. Voilà, je m'inspire en fonction de la saison, en fonction des saveurs. Après, je me dis évidemment, il faut que ça plaise quand même. Alors, faut pas que ça plaise qu'à moi. Faut que ça plaise au plus grand nombre. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein. Je tâtonne encore. Il y a des choses que j'ai fait un petit peu trop spécifiques. Il y a des choses où les gens te disent waouh, mais en fait, j'ai pas assez faim. Donc, je dis, mais j'ai souvent des gens qui me disent ah là, mais il y a tout ça dans la gaufre du mois. Je dis oui, mais vous inquiétez pas, c'est calibré pour que ça vous fasse juste un dessert, quoi. Mais c'est vrai que, en plus, tu vois, je me dis, du coup, c'est vrai qu'en plus, je trouve ça change un peu de public, entre guillemets. Parce qu'une gaufre, tu t'attends à un truc pas classique, basique, mais je veux dire, tu t'attends pas spécialement. Je trouve que c'est pas le dessert en premier quand tu le penses, où tu dis ça peut être travaillé comme un dessert à l'assiette, tu vois. Et justement, je trouvais ça super, super intéressant. Ce côté, tu mêles en gros et de la pâtisserie un peu haut de gamme, poussée. Et finalement, un produit de base qu'on connaît tous et que tout le monde... Alors, c'était ça l'idée, ouais, d'associer les deux. Alors, j'ai beaucoup de gens qui viennent, parce que maintenant, je commence à avoir un peu les familles habituées, les clients habitués, parce que c'est vrai que le Grand Contrôle, c'est un lieu qui est très familial la journée, surtout le week-end, et plus festif le soir. Et du coup, j'ai un peu tout type de public qui vient au stand. J'ai... du couple qui veut juste manger rapidement le midi, paf, enchaîner un petit dessert sur la route. J'ai de la famille qui vient fêter un anniversaire et il faut
que là, je puisse envoyer 12 gaufres à la pâte à tartiner en 5 minutes parce que les enfants, ils ont faim. Et à la fois, j'ai les jeunes un peu festifs du soir qui veulent juste une petite touche sucrée après leur bière, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui maintenant viennent soit pour la pâte à tartiner parce qu'elle est faite maison, soit pour la lemon curd parce qu'elle est assez originale aussi sur des gaufres. Mais aussi, j'ai des gens qui viennent et me disent, ah bah c'est quoi la gaufre du mois ce mois-ci? J'ai bien aimé celle du mois dernier. Maintenant, je veux savoir ce qu'il y a là. Ou qui découvrent en arrivant sur le stand, en pensant, bah tiens, je vais me prendre une gaufre au caramel. Ils arrivent, ils voient la gaufre du mois et ils se disent, ah bah tiens, je vais essayer ça, c'est plus original. Alors, quelle est la prochaine gaufre du mois? Pour la réouverture, t'as prévu quoi? Alors là, pour la réouverture de janvier-février, alors comme on réouvre mi-janvier, ça sera la même exceptionnellement entre janvier et février. On va être autour de des goûts de la crêpe Suzette. Ok. La chandeleur étant fin janvier, on va être donc sur une gaufre avec un caramel au Grand Marnier à l'orange, avec une ganache montée à la vanille et des oranges confites. Ok. Ça, tu les penses à chaque fois une sur deux, ou là, t'as déjà ton planning des 6 premiers mois où tu sais ce que tu veux faire, ou... Ça dépend des fois, ça dépend des inspirations. Des fois, par exemple, à l'ouverture de Joli Gaufre en mars, j'avais déjà mars, avril, mai, juin qui étaient calibrés. Là, je me laisse un petit peu plus porter cette année. J'ai aussi pris les retours qu'on a pu me faire. Des fois, j'étais partie un petit peu loin, un peu trop dans le dessert à l'assiette. Vous voyez, en mai, j'avais fait un dessert avec une crème infusée à la marjolaine. Beaucoup de gens ne connaissaient pas, n'ont pas forcément décidé de la prendre du coup. Mais par contre, à l'inverse, en décembre, là, on avait fait la gaufre Mont Blanc avec la crème de marron, la chantilly, et là, les gens étaient vraiment ravis de retrouver une gaufre comme ça. Donc, j'essaye de faire un petit peu de l'original, mais aussi de faire des goûts que les gens connaissent déjà, en ajoutant juste une pointe d'originalité pour essayer de satisfaire le plus grand nombre. Et peut-être en essayant d'être un petit peu moins original que je peux l'être au tout début de l'ouverture du stand. Après, j'imagine qu'il y a aussi le fait que c'était le tout début, tu vois. Et qu'aujourd'hui, comme tu le disais, tu as des habitués qui se disent, je viens pour découvrir la gaufre du mois. Et que peut-être, tu vois, si maintenant ils voient même de la marjolaine et qu'ils connaissent pas, bah, j'ai quand même envie de tester parce que, tu vois, je sais que je serais pas déçue, a priori. Oui, c'est exactement ça, on espère. Mais là, pour l'instant, du coup, j'ai juste celle de janvier-février qui est calibrée. Et puis après, on va se laisser porter. Déjà, celle de mars, ce sera la gaufre anniversaire, du coup. Exactement. Il va falloir qu'elle soit un peu spéciale. On va essayer. C'est vrai qu'en mars, on fêtera officiellement les 1 an de Joli Gaufre. C'est passé très, très vite. Donc oui, il va falloir que je fasse quelque chose de spécial. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est une gaufre réussie? Et du coup, une gaufre de Liège en particulier. Mais peut-être à la fois sur la gaufre en tant que telle et tu vois, genre aussi sur la gaufre comme tu l'as construit pour un dessert, façon de dessert à l'assiette, ta gaufre du mois. Comment est-ce que, c'est quoi les caractéristiques? Alors, je pense que ça dépend de chacun. Parce que, par exemple, j'ai beaucoup de Belges qui sont venus sur le stand et qui m'ont dit, oula, attention, vous attaquez à un monument, la gaufre de Liège. Mais je suis très contente et je touche du bois pour que ça continue parce qu'en fait, tous les Belges qui sont venus me disaient attention, ils goûtent et me disent ah oui, non, c'est bien. Okay. C'est bien, c'est la vraie gaufre de Liège. Donc ça me fait plaisir. Après, la gaufre réussie, alors pour moi, elle est croustillante à l'extérieur, fondante à l'intérieur. Ouais. Normalement, elle est pas sèche, pas trop moelleuse non plus. Un peu caramélisée. Caramélisée, exactement. Limite brûlée sur les côtés, mais ça, c'est moi qui aime ça. J'aime bien quand le caramel, il est bien poussé. Ouais. On est presque l'amertume pour venir contrebalancer avec justement les choses sucrées qu'on peut mettre dessus avec les toppings. Et je pense que pour on va dire le commun des mortels, c'est une gaufre qui est chaude. Alors ça, on me la demande tout le temps. Est-ce qu'elle est bien chaude, la gaufre? Oui. Est-ce qu'elle ne va pas être trop sucrée non plus? C'est vrai que par rapport à la recette originale, j'ai enlevé un tout petit peu de sucre parce que normalement, les grains de sucre sont à l'intérieur de la pâte. Ouais. Moi, je ne les mets que au-dessus pour éviter que ça soit trop sucré, justement. Mais oui, je pense que chaude, croustillante et fondante, pour résumer. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu as appris au cours de cette dernière année
peut-être, tu vois, plutôt d'un point de vue entrepreneurial sur toute cette aventure. Et tu vois, et demain, quand tu ouvriras ta boutique à Vincennes, les choses que tu referas, que tu referas pas, que tu referas un peu différemment. Alors, je pense que dans l'entrepreneuriat, et là, ça va toucher tout type d'entrepreneuriat, je pense qu'à partir du moment où on embauche des personnes, il faut que ce soit des personnes en qui on ait confiance, Ouais. Sur lesquelles on puisse s'appuyer, qui aient envie de faire partie du projet. C'est difficile parce que il y a des jours où il y a des week-ends où je me suis retrouvée toute seule parce que j'avais pas de personnel de disponible, parce que j'avais pas de personnel tout court. C'est pas facile l'entrepreneuriat, mais à la fois il faut pas laisser tomber. Et je pense que si on est un bon patron, si on paye à l'heure, si on écoute, si on est à l'écoute de nos employés, je pense que ça peut que bien se passer. Je pense que j'ai pu faire confiance trop tôt. Ok. Parce que je suis quelqu'un d'assez naïf quand même. Je suis quelqu'un d'assez. J'ai tendance à voir la vie en rose tout le temps. Et je pense que j'ai fait trop confiance trop tôt parfois. Et du coup, faut que j'apprenne à me protéger un petit peu. Mais aussi à arriver à faire suffisamment confiance pour que les employés se sentent bien et. Ouais. Et puis se proposer, si jamais. Se dire, j'ai un peu quand même de responsabilité. Ouais, c'est ça. C'est ça, totalement. Donc ça va être le côté entrepreneuriat. Après, le fait qu'on soit une entreprise face client et on travaille face client et les clients sont là tout le temps, toute la journée, c'est un rythme particulier parce que du coup, il faut savoir répondre à tout type de demandes. Il faut savoir être ferme aussi de temps en temps quand les clients puis enfin on a des clients bizarres aussi, hein. Enfin faut se dire les choses, hein. Comme en restauration, comme dans les restaurants, on a des demandes bizarres. Par exemple, un exemple, franchement, j'ai beaucoup de gens qui viennent et qui voient sur la carte, c'est écrit 100% maison. C'est écrit pâte à tartiner noisette. Je pense que par jour, on doit me poser la question 30 fois. C'est quelle pâte à tartiner noisette que vous vendez? C'est de la nocciolata? C'est du Nutella? Non, c'est fait maison. Et juste avant de fermer, j'ai une dame qui arrive au stand, il y avait personne. Elle arrive, elle me dit c'est quelle pâte à tartiner noisette? Je lui dis c'est fait maison. Elle me regarde, elle me fait ah non j'aime pas, et elle fait demi-tour et elle s'en va. Alors qu'elle n'avait pas goûté. Elle a même pas goûté. Ouais. Elle est restée face à moi et je me suis retrouvée bête. Je me suis dit mais elle vient bien de me dire ce que je pense là. Enfin, c'est très bizarre, très bizarre de réagir comme ça et donc c'est un ça m'a décontenancée. Je me suis retrouvée un peu mince alors. Et bon, il faut, oui, c'est ça. Il faut accepter qu'il y ait des gens étranges et à la fois la plupart des gens qui goûtent, ils me disent, enfin la plupart, quasiment tous les gens qui goûtent, ils me disent ah, non non c'est vrai c'est bon. Enfin j'ai jamais eu de mauvais retours en tout cas sur la pâte à tartiner, ou alors les gens me le disent pas. Il est arrivé qu'on ait fait des erreurs, voilà, qu'on a envoyé des gaufres qui étaient pas assez cuites, on pensait qu'elles l'étaient, en fait à l'intérieur il manquait un peu de cuisson, ou à l'inverse qui était trop cuite au goût de la personne. Ça, il y a pas de souci, ça c'est une erreur qu'on fait, enfin qu'on peut faire, on accepte. Et il faut aussi savoir reconnaître ses erreurs parce que faut aussi prendre en compte le fait que chaque personne ait des goûts différents et du coup ait pas forcément la même attente justement de la gaufre. Donc, je pense qu'il faut savoir être conciliant, mais aussi il faut savoir aussi lâcher prise et se dire ah oui non mais en fait il existe quand même des gens bizarres. Faut juste l'intégrer et se dire c'est pas grave, ça va bien se passer. C'est ça. Une autre de tes casquettes, du coup, c'est formatrice. Donc, t'as dit formatrice en dessert à l'assiette, c'est ça? Tout à fait. Donc, je suis formatrice depuis, ça fera 6 ans en mars également. Hein, ça serait aussi décidément mars, c'est le mois anniversaire. Que j'enseigne à l'école Médéric dans le 17e. C'est une casquette qui m'est tombée dessus, je m'y attendais pas, je pensais pas devenir formatrice un jour. C'était pas du tout dans mes projets. J'étais en poste dans un restaurant que j'aimais beaucoup et où j'étais très bien. Quand donc cette école qui est mon ancienne école, en fait, j'ai appris là-bas. C'est là-bas que j'ai fait mon apprentissage. M'a appelé et m'a dit bah voilà, on a le poste de formatrice en dessert de restaurant de libre. Est-ce que ça t'intéresserait de le prendre? Et sur le moment, j'ai dit non parce que je me trouvais jeune et pour moi, les formateurs étaient quand même un petit peu plus âgés.
Donc à savoir que j'avais 24 ans quand j'ai pris le poste de formatrice là-bas. Et pour moi, c'était vraiment trop jeune et j'avais vraiment peur que les élèves l'acceptent pas, me disent bah non, en fait, vous avez aucune légitimité à être formatrice, donc non. Et donc j'ai commencé quand même par refuser. Et puis surtout l'ancien formateur était excellent. Ça a été mon formateur. C'est Gaïdela, il était excellent. Voilà, c'était comme un mentor. Donc quand il m'a laissé sa place, je me suis dit oula, va falloir que je sois au niveau quand même. Et bon, bah ils ont fini par me convaincre en me disant non, mais tu sais, le talent n'attend pas l'âge. Je ne sais plus quelle expression. Voilà. Ils m'ont dit, je me suis dit bon, ok, je tente. Et puis ça me fait pas, c'est pas grave, tant pis. Tant pis, je reviendrai à un poste de chef pâtissière comme j'étais avant. C'est pas grave si c'est un échec. Et au final, 6 ans plus tard, c'est toujours là. 6 ans plus tard, j'y suis toujours. Au final, je me suis vachement prise dans le jeu. C'était difficile au début. Déjà de faire comprendre aux élèves pourquoi j'étais formatrice. Il y en a certains qui étaient plus âgés que moi, il y en a certains qui avaient le même âge que moi. Donc leur faire comprendre pourquoi moi et pas toi et pourquoi. Enfin et du coup c'était assez difficile. Je pense surtout le côté imposer le respect. Bon, je pense que si on est un formateur de compréhensif et dans la discussion, ça se fait un peu tout seul. Je pense que ça sert à rien de crier et de surtout que t'es un peu à la fin du parcours de pâtissier finalement, donc. Alors à la fin, au milieu, ça dépend. En fait, la formation de dessert de restaurant, elle est un peu passe-partout. C'est-à-dire qu'on peut faire une formation de dessert de restaurant après juste un CAP de cuisine, ou on peut la faire à la fin d'un BTS management. Donc en fait, j'ai des élèves qui viennent de tout horizon, et je pense que c'est aussi ça la facilité que j'ai eue, c'est que j'étais suffisamment proche des élèves pour comprendre leur décision de faire cette formation-là. Et j'ai lié des liens avec certains de mes anciens élèves qui aujourd'hui sont pas des amis, mais que j'ai toujours en lien, avec qui j'ai toujours gardé contact, dont je suis le parcours. J'ai des anciens élèves qui sont devenus chefs. J'ai des anciens élèves qui m'annoncent qu'ils attendent un enfant. C'est assez incroyable et ouais, j'aime beaucoup cette casquette de formatrice. Je suis pas forcément la plus. Je pense qu'il y a des formateurs plus, comment dire, qui ont des caractères plus imposants que moi. Et justement, je pense que le fait que je sois jeune aujourd'hui, bah, j'ai 30 ans, j'en aurai 31 là d'ici mars. Je pense qu'aussi le fait d'être assez proche en âge, ça permet à certains élèves de plus se confier. Et ils savent me respecter tout en sachant qu'ils sont en confiance. Je sais pas trop comment l'expliquer. Non, mais je pense que c'est aussi de se dire qu'il n'y a pas une façon d'être formateur, mais il faut trouver sa manière de former les autres, quoi. Oui. Et c'est pas parce qu'il y a un modèle que t'aimais bien, si ça te ressemble pas et que finalement c'est pas exactement toi, tu peux trouver ta manière de. C'est ça. D'enseigner, je pense que j'ai eu des élèves avec qui ça a bien marché, ça a bien matché avec moi, alors que ça matchait pas avec d'autres formateurs. Peut-être parce que justement ils étaient trop dans l'autorité, dans le fait d'imposer des règles strictes. Moi, c'est vrai que j'ai quelques règles de base évidemment, hein, comme tout formateur, mais je suis assez souple. Et bon, parfois trop souple, hein, faut aussi reconnaître ses défauts. Je suis parfois trop souple, parfois trop sympa avec certains élèves. Mais aussi, je pense que c'est comme ça que ça a marché avec beaucoup d'élèves parce que souvent, il faut se le dire, souvent les métiers manuels attirent des gens qui n'étaient vraiment pas scolaires. Et souvent, les gens pas scolaires, ils aiment pas l'autorité. Et donc, il faut réussir à trouver la balance entre je t'impose une autorité naturelle du fait que je sois formatrice. Mais je vais pas te crier dessus, je vais pas te manquer de respect, ce que certains chefs malheureusement font toujours aujourd'hui, quoi. Oui, l'idée c'est d'avoir du respect qui va dans les deux sens. On se dit on apprend tous les deux dans la bienveillance et tout se passe bien, quoi. C'est ça qui te plaît. Enfin, qu'est-ce qui te plaît le plus dans la formation? Je pense que c'est de voir évoluer les élèves, de voir arriver des élèves tout timides, finir à la fin de l'année avec toute la classe comme camarades, enfin voilà, la bonne camaraderie, de les voir s'épanouir, de les voir en apprendre un peu plus sur eux-mêmes,
les voir apprendre de leurs erreurs. J'ai beaucoup d'émotions avec mes anciens élèves devenir adultes pour certains, hein, parce qu'il y en a quand même des très jeunes. Hein. Je parlais tout à l'heure des élèves qui pouvaient avoir mon âge ou pas loin. Alors aujourd'hui, beaucoup moins. D'accord, maintenant que j'ai quand même plus d'âge. Mais surtout, de les voir évoluer, de les voir devenir chefs, ou pourquoi pas de les voir se reconvertir aussi, parce que il faut parfois passer par différentes formations pour comprendre vraiment ce qu'il nous faut. Là, j'ai un exemple, j'ai une ancienne formatrice qui est devenue infirmière finalement. J'en ai une autre, une ancienne élève qui est devenue, j'ai dit une ancienne formatrice, pardon. Une ancienne élève qui est devenue infirmière. J'ai une ancienne élève qui est devenue maquilleuse professionnelle. J'en ai qui se sont retournés vers la cuisine aussi beaucoup. Enfin voilà, j'ai des élèves qui vont dans toutes les directions, mais c'est aussi ça la vie, et c'est aussi ça qui est chouette, c'est de pouvoir prendre différentes formations et en faire ce qu'on veut derrière, quoi. Et pour toi, c'est quoi peut-être le top 3, tu vois, des choses les plus importantes à transmettre? Que ce soit peut-être en pâtisserie ou globalement, tu vois, en général. Je pense qu'il y a aussi des choses qui sont plus générales et qui peuvent s'appliquer à d'autres domaines de la vie, justement. Alors, je pense que la première chose, c'est on n'a rien sans rien. Ouais. Je pense que pour réussir, il faut s'en donner les moyens. Et les élèves qui, dès le début de l'année, me disent « Oh là, j'ai fait 30 minutes d'heures sup cette semaine, ça va pas du tout. » Je leur dis « Ah bah les gars, vous êtes pas prêts au métier, quoi. » Parce que c'est vrai que d'un côté, c'est pas bien de dire ça, parce que il faut pas être exploité non plus. Mais je pense que c'est un métier où c'est un métier de service, quand même, la pâtisserie, comme la salle, comme la cuisine. C'est un métier où on est là pour faire plaisir aux autres. Donc, si on espère faire plaisir aux autres en travaillant 6 heures par jour, en fait, c'est pas possible. Donc, voilà, on n'a rien sans rien. Si on veut avoir une petite vie tranquille et faire le moins possible, pourquoi pas. Mais pour vraiment réussir, je pense que il y a aucun chef pâtissier, chef pâtissière, cuisinier, cuisinière, maître de salle, responsable de salle, sommelier, barman, qui a réussi en travaillant au minimum. Ça n'existe pas. Donc, je leur dis toujours à mes élèves, vous allez faire des heures, c'est sûr. Par contre, il faut que ces heures soient des heures plaisir. Il faut que vous soyez content d'aller là où vous allez travailler. Il faut que vous soyez content de vous lever le matin. Il faut que vous soyez content d'avoir fait une grosse journée. Il faut travailler beaucoup, mais déjà dans le respect des uns des autres, dans la bienveillance, dans la bonne humeur. Mais du coup, il faut travailler. Donc, on va dire que la première règle, c'est on n'a rien sans rien. La deuxième, justement, ça va être le management de la bienveillance. C'est ça ce que je leur dis toujours. Et j'ai un de mes anciens élèves qui m'est tombé dans les bras il y a quelques années et qui m'a dit oh, mais vous m'avez appris tellement avec le fait d'être bienveillant vers les autres. Et je me suis dit waouh. Bon, il y avait bu quelques verres avant de me dire ça, j'imagine. Mais le fait de on peut travailler bien, durement, en faisant plaisir à ses clients, mais dans la bienveillance. Et 3, je pense que c'est et ce qui va aussi du coup avec, j'imagine, ne pas accepter un management pas bienveillant. Ah oui, complètement. Complètement. Tu disais en mode quand toi tu es un manager, mais il y a aussi le savoir connaître les limites et ah oui, bien sûr. Ça c'est. Ah bah ça, je le dis tout de suite à mes élèves quand on est en début de l'année, je leur dis si vous voyez un comportement déplacé, raciste, homophobe, sexiste, vous venez nous le dire tout de suite. On est une école, on est là pour vous accompagner dans votre apprentissage. Il faut le dire. Malheureusement, il y a beaucoup d'élèves qui ont honte ou qui ont peur des représailles, ou il y a beaucoup de chefs aussi qui disent ah mais si tu dis t'es fini dans le métier, il y en a encore beaucoup qui le disent. Bah non, en fait, t'es pas fini dans le métier. On est dans un métier, on a toujours besoin de main-d'œuvre, on a toujours besoin de monde. Donc non, c'est pas parce que t'as balancé ce chef-là qui a un comportement inadmissible que ta carrière elle est terminée. Ça c'est pas vrai. Donc il faut dire quand il faut que les élèves le disent quand ça se passe pas bien dans une entreprise, et on est là pour les sortir aussi de leur entreprise toxique, pour les placer dans des entreprises en qui on a confiance et on sait avec qui ça va bien se passer. Après, il faut aussi savoir faire la part des choses, et parfois une entreprise qui est toxique en 2022 ne l'est plus en 2024. Voilà. Parce que c'était une seule personne, c'était un fruit pourri dans le panier, et cette personne est partie. Et donc voilà, il faut rester
sur nos gardes, bien sûr, mais il faut aussi savoir redonner des chances à des entreprises qui ont pu être malveillantes avant et qui aujourd'hui sont bien. Et donc, la troisième règle? La troisième règle, je pense que c'est travailler avec le sourire, travailler avec la passion. Ouais, voilà, je pense que la bonne humeur, le positif, c'est quand même ce qu'il y a de principal. Donc même, ça va avec la règle numéro 2, le management dans la bienveillance, mais et qui va avec la règle numéro 1, enfin, tout ensemble, mais oui. À partir du moment où on arrive, on fait la gueule, on râle, on peste sur tout, on n'est jamais content. Oh, il y a un client qui mange sans gluten, fait chier. Bah non, en fait, il faut accepter ses clients, accepter. Et on est un métier de service, donc il faut faire plaisir, quoi. C'était quoi, toi, les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Ma toute première création? Oui. Alors, ma toute première création, je l'ai faite pour un événement en particulier. C'est le championnat de France de dessert. La CFD Family, comme on le dit. En fait, le championnat de France de dessert, c'est un concours qui existe depuis très longtemps. Si je dis pas de bêtises, ça fait 50 ans. Ouais. Parce que les 50 ans ont été fêtés l'année dernière, exactement. Donc c'est un concours qui a été lancé par les sucriers de France. Donc quand je dis sucriers, c'est ceux qui produisent du sucre, du sucre de betterave, pour justement mettre en avant le sucre de betterave et faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas que le sucre de canne qui existe et que tout près de chez nous, en fait, il y a du sucre de betterave qui est fait par des agriculteurs qui habitent même en Île-de-France. Donc donc voilà, donc c'est un concours qui a été créé par eux. Qui met en avant le dessert de restaurant, et c'était la première fois que justement le dessert d'un pâtissier de restaurant était mis en avant. Alors qu'avant, tous les concours qui existaient étaient pour les pâtissiers de boutique, que ce soit le meilleur croque en bouche, la meilleure pièce en chocolat, la meilleure galette, etc. Et donc moi j'ai participé au championnat de France quand j'étais apprentie. Donc il y a 2 sections, il y a une section pro et une section apprenti. Et moi j'ai participé en section apprenti, et donc pour participer à ce concours, il fallait que tous les élèves qui étaient motivés pour le faire de l'école propose une création et celui qui était le plus proche d'une création aboutie participerait. Et donc j'avais fait une création dans l'école. Un seul par école, ouais, tout à fait. Et un seul par école dans toute la France, et après ça s'affronte en régional et en entre toutes les écoles, et donc moi j'ai fait un dessert autour des fruits exotiques, de la passion, de la mangue, de la noix de coco, du Gianduja que j'avais découvert avec mon apprentissage, je connaissais pas le Gianduja avant, et du maïs. En fait, c'était un dessert sans gluten. Donc maïs prédominant comme goût. Je voulais pas juste faire sans gluten, il fallait que ça ait un intérêt aussi gustatif. Donc maïs, fruits exotiques et Gianduja. Voilà. Quel souvenir tu gardes de tout ça? Parce que j'imagine que c'est une première fierté parce que t'es arrivée deuxième, c'est ça? C'est ce que je suis vice-championne de France junior de dessert. Donc c'est quand même, je pense, assez énorme quand t'es à ce stade-là, d'arriver jusque-là. Ouais, c'était fou. Franchement, j'en garde un souvenir incroyable. J'avais été donc accompagnée par mon mentor, donc Cyril Gaïdela, jusqu'à la finale. J'étais sa première élève. Donc lui, je crois que ça faisait 6 ans aussi qu'il était prof. 5 ou 6 ans qu'il était prof, et j'étais sa première élève qui arrivait en finale, et j'étais sa première élève qui arrivait sur le podium. Et donc il en était super fier. Le chef des travaux de l'époque, Jean-François Tostivin, aussi nous avait accompagnés, et franchement j'avais été très très bien entourée. À cette époque-là, j'étais apprentie au Fouquet, et un des chefs de partie, c'était Gaëtan Fiard, et lui il passait le mondial des arts sucrés qu'il a gagné. Et de voir, enfin d'être dans une entreprise où je voyais d'autres personnes participer à des concours, c'était hyper inspirant. Et franchement, j'en garde une superbe expérience. Alors en effet, je suis arrivée que deuxième, j'ai beaucoup pleuré, faut pas se leurrer. Arriver deuxième, je pense que c'est la pire des places, surtout quand tout le monde te dit ah bah non mais c'est sûr c'est toi qui gagne, c'est toi qui gagne, et en fait ça se passe pas comme ça. Bon bah voilà. Mais aujourd'hui, c'est que du bonheur d'y repenser. Parce que oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, et tu te dis c'est rageant d'être deuxième, mais tu vois, avec du recul,
tu te dis c'est quand même déjà énorme, quoi. Oui, non, mais évidemment. On est d'accord que sur le moment, bon, évidemment, sur le moment, c'est dur, mais après, c'est que du bonheur et voilà. Le championnat de France, du coup, je l'ai retenté 2 autres fois en pro. Alors bon, j'étais clairement pas prête la première fois. J'étais un peu allée en me disant bon bah vas-y, je le retente. Ouais. Mais bon, clairement, fallait pas se leurrer. Et par contre, je l'ai retenté il y a 2 ans et ça a été très dur de ne pas arriver en finale. Je l'ai très mal vécu parce que j'avais mis beaucoup d'amour, beaucoup d'âme, beaucoup de moi dans cette création-là et c'était pas passé. D'incompréhension. Enfin voilà, c'est bon. Après, ça reste des concours, hein, donc malheureusement, parfois un dessert peut plaire à un jury et n'aurait pas plu à un autre, et inversement. Bon, bah c'est la difficulté des concours aussi, surtout en alimentaire. Enfin voilà, même en cuisine, c'est pareil, quoi. C'est pas un concours de maths où il y a qu'une seule réponse de possible. C'est il y a une multitude de palais et chacun va être sensible à un dessert ou à un autre. Donc c'est comme ça. Avec du recul, bon bah tant pis. Mais ça reste un concours que j'aime beaucoup. J'ai entraîné chaque année un élève à participer à ce concours-là en section apprenti. J'ai 3 apprentis qui sont champions de France de dessert aujourd'hui, un apprenti qui est arrivé vice-champion de France et un qui a été jusqu'en finale qui arrive 4e. Donc voilà, et chaque année voilà, j'en entraîne avec beaucoup de passion. Cette année, j'ai pas eu d'apprentis qui se sont présentés. Donc l'année 2025 est la première année où je ne présenterai personne, mais bah c'est pas grave, hein. Il y a des années où les élèves sont pas prêts à temps ou pas assez motivés, pas assez confiants aussi pour participer. Et voilà, faire une première année sans concours du coup. Bah, tu vas pouvoir te reposer et développer d'autres choses. C'est ça. Non, après il y a beaucoup de concours et les élèves sont toujours intéressés par le côté compétition. Donc si c'est pas ce concours-là, ce sera peut-être un autre, on verra. Ouais. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Waouh. Bah, j'ai presque envie de dire ça toute ma vie, hein. Bah, waouh. Bah, la pâtisserie, c'est au quotidien, donc c'est voilà, mon compagnon est chef de cuisine, donc on parle de cuisine tout le temps, on parle de pâtisserie, on va dans des restaurants, on continue sans cesse d'essayer de s'améliorer, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir. Ouais, c'est toute ma vie, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Et maintenant, pour terminer, je te propose de te prêter au jeu, du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si tu étais une des gaufres du mois, de toutes celles que tu as faites, tu serais laquelle? Oh. Bah, je pense que je serais la prochaine. Ok. Parce que la crêpe Suzette, c'est un de mes desserts préférés quand je vais en restaurant. J'adore ces goûts là, de Grand Marnier d'orange et tout. Donc je pense que ça va être la prochaine, ma préférée. Ça me va. Et qu'est-ce qui te les inspire, ces gaufres-là? Tu pars de quoi? Genre là, par exemple, celle de mars, bon, qui en plus c'est la gaufre anniversaire, ça va être un peu plus spécial, mais comment ça se passe quand tu te dis, bon, faut que je réfléchisse à la prochaine gaufre? Je pars toujours de la saison. Donc la mars, quels fruits il va y avoir en mars, quels légumes, pourquoi pas il y aurait en mars, qu'est-ce qui peut bien se marier avec, une herbe, un fruit à coque, une épice. Donc ça part toujours du fruit de la saison. Après, d'une année à l'autre, la saison n'est pas exactement la même, hein. L'année dernière, on avait des fraises extrêmement tôt parce qu'on était sur une année très chaude. Donc en mars, on avait déjà des fraises. Donc la gaufre du mois de mars, il y avait déjà des fraises dessus. Cette année, je ne sais pas comment seront les récoltes. Donc est-ce qu'il y aura de la fraise? Est-ce que ça sera de la pomme? Je peux pas encore dire, mais ça part toujours du fruit ou du légume de saison. Ça marche. Et après, à partir de ça, tu prends. C'est ça. C'est quoi ton péché mignon? Oh, mon péché mignon. Tu vois, justement, le petit truc que tu te dis, on est dimanche après-midi, je suis sur mon canapé devant un film, qu'est-ce que j'ai envie de grignoter pendant ce temps-là? Ah là là, c'est horrible, hein. Mais c'est les chips. Ce qui est croustillant, quoi. Enfin, tout ce qui est croustillant. Après que ça soit, les gâteaux, les biscuits secs, enfin, en fait, n'importe quoi. J'aime tout manger, moi. Mais les chips, je pense que c'est le péché mignon. Du coup, j'essaye de pas en acheter. Hein, ouais. C'est quoi l'ingrédient dont tu peux pas te passer? Si demain je te dis t'as plus le droit de l'utiliser, pour le reste de tes créations, ça devient compliqué. Le sucre blanc. Le sucre blanc, ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on voit ces dernières années, mais justement, c'est un peu mon combat aussi.
c'est que on utilise trop de sucre qui vient d'ailleurs, alors qu'on a du sucre qui est produit à côté de chez nous. Et moi, ça me rend dingue de voir tous ces gens dire n'importe quoi sur le sucre blanc. Alors que le sucre blanc, voilà, on a une sucrerie qui est en Île-de-France qui produit quasiment la totalité des sucres dont on a besoin en Île-de-France. Après, on a des sucreries en Alsace, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a des sucreries, on a 8 sucreries en France qui fournissent assez pour produire le sucre de toute la France et de la moitié de l'Europe. Et en fait, les gens se focusent trop sur le sucre de canne parce que soi-disant il y a plus de fibres dedans. Alors une cuillère à café de sucre blanc, une cuillère à café de sucre de canne, franchement la différence de fibres elle est infiniment microscopique. Ça n'a vraiment rien. Après, c'est une question de goût. Si on préfère le sucre de canne, ok. Mais par contre, tous ces trucs de sucre de coco, d'aspartame, enfin, il y a c'est n'importe quoi, en fait. Vaut mieux manger un petit peu de sucre local que de manger des quantités astronomiques de sucre qui viennent de l'autre bout de la planète. C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée? Ça peut être une saveur que tu as redécouverte, tu vois, associée avec quelque chose d'autre. La dernière saveur que j'ai découverte, c'est difficile à dire. Il y a beaucoup de choses que je redécouvre, ce que je peux connaître, mais que de manière assaisonnée différemment ou va être différente. Mais je pense que ce qui m'a profondément marqué, c'est un voyage au Japon qu'on a fait avec les élèves, justement, il y a 2 ans. On est parti au Japon avec 30 élèves et on a découvert beaucoup de saveurs là-bas. Et une saveur que j'ai toujours en tête, c'est l'utilisation du riz fermenté qui s'appelle le koji. Le koji, c'est le riz qu'on utilise pour faire le saké, la lit de saké. Et cette odeur qu'il y avait on a été dans une fabrique artisanale de café, de saké, pardon. Et justement, ils fabriquaient des cheesecakes, des crèmes brûlées avec ce koji. Et ce goût de riz fermenté, un peu chaud, c'est indescriptible, mais je pense que c'est la plus grosse découverte que j'ai fait ces 2 dernières années. Je l'ai pas réutilisé en dessert, mais j'en garde un souvenir incroyable. Peut-être. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière, ou peut-être un cuisinier, cuisinière, enfin qui tu veux, avec qui tu aimerais bien faire une création à 4 mains, qui aurait des saveurs un peu inattendues? Tu vois, peut-être faire une gaufre du mois en collaboration ou un autre dessert. Waouh. Alors, je vais la citer. Jessica Préalpato, que je connais. Du coup, avec qui cette année on fait un projet avec l'école. Je pense qu'elle a une pâtisserie assez singulière. Beaucoup ont commencé à faire un peu comme elle, dans le sens, elle fait des desserts à l'assiette, mais qui sont pas de la pâtisserie. C'est très particulier à expliquer, mais voilà, elle met en avant les producteurs, elle met en avant les saisonnalités, bien sûr. Alors elle utilise vraiment peu de sucre blanc pour le coup, donc là-dessus, je suis pas du tout comme elle. Mais là, c'est le truc de mettre en avant les fruits de saison, d'assaisonner juste ce qu'il faut, de travailler plutôt les cuissons, les différentes techniques de cuisson. Et j'aime beaucoup. Alors comment travailler avec elle sur une gaufre, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'oserais lui proposer un jour. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après, pendant très longtemps, mon modèle, c'était Claire Etzler. Claire Etzler, elle était la présidente régionale justement du championnat de France de dessert quand j'y ai participé en tant qu'apprentie. Et c'est là que je la découvrais et je me suis dit waouh, mais une femme aussi délicate et talentueuse et gentille, mais d'une gentillesse infinie. Je pense que c'est elle qui m'a un peu beaucoup inspirée. Aujourd'hui, elle a une boutique, donc elle est plus dans le dessert à l'assiette, mais je trouve qu'on retrouve quand même sa touche de pâtissière de restaurant, parce qu'elle a été meilleure pâtissière du monde il y a quelques années, 2016 je crois. Ça remonte un petit peu. Aujourd'hui, elle est vraiment sur la boutique, mais je trouve qu'on retrouve un peu cette sensibilité et c'est aussi ce côté de mettre en avant les producteurs. Je pense que c'est une des premières, peut-être je me trompe, mais en tout cas, je crois que c'est une des premières pâtissières à avoir parlé de mettre en avant les producteurs. En tout cas, je trouve en boutique, le fait de s'appeler déjà Claire Etzler et producteur, effectivement, enfin, je sais pas si c'est la première, mais c'est assez novateur, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Bah écoute, je te le souhaite déjà. Et puis maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt agrumes ou chocolat?
Agrumes et chocolat. J'adore cette association. Saveur d'été ou saveur d'automne? On va dire été. Cake ou tarte? Cake. Herbe ou épice? Épices. Laquelle en particulier? La cannelle. Et enfin, dessert à l'assiette ou gaufre? C'est trop dur. C'était la question piège. Les deux. T'as le droit au joker. Merci beaucoup. C'était super intéressant, Marine. Je suis super contente de t'avoir rencontrée. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Très bien. Donc, un ingrédient à goûter, une recette à tester, à refaire, enfin, ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? De faire un caramel à tartiner aux épices. Avec les épices de vos choix. Qui t'a envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Oh, et je sais pas exactement qui n'est pas passé. Je te dirai si. C'est forcément des pâtissiers ou des pâtissières? Dans le domaine du sucré. Dans le domaine du sucré. Dans le domaine du sucré. Très bien. Je vais dire Marine Zerbib. Ok, non, elle n'est pas passée. Merci beaucoup. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Mangez des gaufres et soyez sympas. Merci beaucoup. Et puis, je t'envoie encore tous mes vœux pour 2025 et que tous tes projets se réalisent. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!